Bienvenue à tous pour ma présentation sur les nombres aléatoires dans l'informatique. Je suis ravi de pouvoir la faire face à vous, les stagiaires, et vous n'hésitez pas à me couper s'il y a un truc que vous ne comprenez pas. Du coup, les nombres aléatoires dans l'informatique. Tout d'abord, on va commencer par c'est quoi un nombre aléatoire? Un nombre aléatoire, des nombres aléatoires, c'est des nombres qui sont générés de façon à ce qu'il n'y ait aucun rapport les uns les autres. Donc entre un nombre et ses prédécesseurs. Ça sert à quoi? C'est vachement utile dans l'informatique, dans les jeux vidéo par exemple. Je pense que tout le monde a déjà joué à un jeu vidéo. Quand vous combattez un adversaire qui est une intelligence artificielle, ses mouvements qui sont un peu aléatoires. Donc là, on va utiliser des nombres aléatoires. Dans la sécurité, la cryptographie, quand on doit parler de mots de passe, de blockchain ou des choses comme ça, on va très souvent utiliser des nombres aléatoires. Et puis même l'informatique en général, un peu n'importe quel programme peut être amené à utiliser des nombres aléatoires. Là, j'ai mis, ça existe déjà, parce qu'il y a déjà les langages de programmation, vous en connaissez, je pense, qui permettent de générer des nombres que j'ai mis entre guillemets aléatoires. JavaScript avec maintenant random qui génère un nombre entre 0 et 1, ça peut être un nombre virgule, 0, 75, etc. En Python, avec random, range, ou en Java, et bon, il y en a plein d'autres, on pouvait y passer des heures à les citer. Le souci avec ça, c'est que ça ne génère pas des nombres aléatoires, mais ça génère des nombres pseudo-aléatoires. Un nombre pseudo-aléatoire, en fait, c'est qu'il ne va pas être généré aléatoirement, il va être généré par une sorte d'algorithme, une sorte de fonction mathématique, en gros, qui va faire qu'au bout d'un moment, on risque de se répéter, et donc de revenir au début et de reprendre les mêmes numéros. Donc en fait, on n'est pas dans de l'aléatoire. Je crois que j'ai une vidéo que je peux vous montrer qui explique ça bien. Si elle charge. Si elle charge un jour. Je peux réussir. On voit bien? Oui. Donc en gros, là, ce qu'il fait, c'est qu'il commence par exemple avec ce qu'on appelle un seed, une graine, ça peut être n'importe quel nombre, ça peut être, là c'est 5, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, qui va multiplier par 8 et faire modulo 11. Donc on va prendre le reste de la division par 11, et ça va nous donner le chiffre 7. En bas, on l'ajoute à la séquence pseudo-aléatoire. Donc là, on a eu 7 comme résultat. Du coup, 7, on le déplace dans la graine, et on refait le même calcul, x 8 modulo 11, qui va nous donner un autre résultat, s'il avance. Je dois expliquer des trucs dans cette vidéo. Voilà, et du coup, 7 x 8 modulo 11, ça fait 1. Du coup, le 1, on l'ajoute en bas, on le déplace ici, ça fait 8, ça fait 9, etc. Ainsi de suite, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'on se retrouve de nouveau avec 5 en résultat, ce qui fait que 5 redevient la graine. Là, du coup, on va se retrouver dans une... Voilà, il explique avec des flèches. On se retrouve de nouveau à en fait avoir exactement les mêmes résultats. Voilà, donc là, il montre avec les ronds qu'on va refaire la même boucle, et ainsi de suite, ainsi de suite, ce qui veut dire qu'au final, on n'a qu'une dizaine de nombres générés aléatoirement avant qu'on pseudo-aléatoirement avant qu'on se retrouve dans la même situation. Ce qui veut dire qu'on n'a pas des nombres aléatoires, mais que c'est généralement suffisant pour un humain, pour ne pas le reconnaître en fait, et pas comprendre que c'est pas vraiment aléatoire. Après, on pourrait mettre des nombres beaucoup plus grands et du coup avoir beaucoup moins de chances de recommencer et recommencer beaucoup plus tard notre boucle, mais on finira tôt ou tard par se retrouver au début. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Et du coup, pour moi, le problème de ce thème, des nombres aléatoires, c'est de comprendre ce qui est vraiment l'aléatoire. C'est quoi l'aléatoire en fait. Augustin Cournot, qui est un mathématicien, il nous dit « Les événements amenés par la combinaison ou la rencontre de phénomènes qui appartiennent à des séries indépendantes dans l'ordre de la causalité sont ce qu'on nomme des événements fortuits ou des résultats du hasard. » Donc en gros, pour faire simple, ça voudrait dire qu'il nous faut des éléments qu'on ne peut pas contrôler, des trucs qu'on ne peut pas prédire pour générer des nombres aléatoires. Donc on en vient aux vrais nombres aléatoires. C'est donc ce qui nous intéresse. On nous dit que les générateurs de vrais nombres aléatoires ne se passent
ne se base pas sur une formule particulière, mais sur des événements que l'on ne peut pas prédire à l'avance, comme le bruit atmosphérique ou le bruit thermique. Ça, c'est des trucs de physique qu'on est incapable de contrôler, et du coup, un programme informatique peut se baser sur ce genre d'événements pour générer un nombre aléatoire, puisqu'il ne pourra jamais prédire. Il me semble que le bruit atmosphérique, c'est le bruit généré par les éclairs dans le monde à la seconde. Enfin, je ne me suis pas assez renseigné sur ce sujet. Mais bref, ça peut être du bruit atmosphérique, ça peut être du bruit thermique, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être la température du processeur, la dernière fois qu'on a appuyé sur telle ou telle touche, ça peut être vraiment n'importe quoi, l'heure de l'ordinateur, etc. Donc, vraiment on a plein de possibilités pour générer des vrais nombres aléatoires. Et là, j'ai mis pourquoi les langages de programmation, ils ne génèrent pas de vrais nombres aléatoires, ils génèrent des nombres pseudo-aléatoires. Et la première raison, c'est que générer un vrai nombre aléatoire, c'est beaucoup plus coûteux qu'un nombre pseudo-aléatoire. Ça veut dire qu'on prendra beaucoup plus de temps à le générer. Et surtout, la plupart des gens dans cette salle n'auront jamais l'utilité d'un vrai nombre aléatoire, parce que si on veut faire un programme où on veut générer un nombre et puis on le devine, ça suffit largement un nombre pseudo-aléatoire. Et puis, maintenant, les générateurs de nombres pseudo-aléatoires, ils sont tellement bien foutus qu'on a généralement un humain il est incapable de discerner la différence. Donc, on n'en a vraiment pas l'utilité. En tout cas, pas dans les langages de programmation. Par contre, si à nouveau on fait des jeux vidéo, de la cryptographie, etc., là, ça va être beaucoup plus intéressant d'avoir des termes, surtout la cryptographie. Là, j'ai mis un peu les avantages et les désavantages de mon pseudo-aléatoire et aléatoire. Donc, avantage d'un nombre pseudo-aléatoire, c'est que c'est super rapide à générer, c'est super simple. Dans les exemples, c'est une ligne de code et c'est généralement largement assez suffisant pour ce qu'on veut faire suivant les programmes. Par contre, le désavantage, c'est que c'est pas réellement aléatoire, donc on peut le prédire. Les avantages des vrais nombres aléatoires, c'est que c'est très sécurisé et que c'est imprévisible, donc pratique pour tout ce qui est sécurité, etc. Par contre, les désavantages, c'est que c'est plus lent à générer. Généralement, c'est too much, c'est trop pour ce qu'on veut faire pour la tâche voulue, et puis c'est plus dur à créer ou implémenter dans son programme ou dans son projet. Donc en bref, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est qu'un nombre pseudo-aléatoire est un nombre généré par une formule, entre guillemets, logique et prévisible, tandis qu'un vrai nombre aléatoire, c'est un nombre généré par un événement qui ne peut pas être prévu à l'avance. Là, j'ai mis un exemple d'un vrai générateur de nombres aléatoires, random.org, je pense que vous avez déjà peut-être vu passer, c'est une des premières recherches. Et là, en gros, il nous explique qu'eux, ils se basent sur le bruit thermique, ce qui veut dire que c'est un vrai générateur de nombres aléatoires. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand j'ai voulu tester, c'est le temps qu'il prend à générer un nombre aléatoire, même si on peut croire que c'est vachement rapide, on voit qu'il y a un petit sablier là qui prend du temps à générer, ce qui veut dire que ça prouve quand même que c'est plus lent. Tandis que si on faisait un programme en JavaScript ou n'importe quoi en Python, qui le faisait, ça nous prendrait même pas une demi-seconde. Et là, on a quand même besoin d'attendre une demi-seconde avant d'attendre notre programme, ce qui confirme que c'est plus lent. Voilà. Moi, je pense que j'ai abordé tout ce qu'il faut. Si vous avez des questions, des trucs que vous n'avez pas compris, je suis à l'écoute. J'entends des questions. Pourquoi la barre bleue n'est pas tout à droite? Parce que j'explique après. Moi, je veux des questions d'abord. Vous savez, il y a les numéros des slides en bas à droite, mais c'est tellement petit qu'on les voit pas. Oui, j'ai vu. Il n'y a pas la totalité des numéros. Il y a la barre bleue. J'ai utilisé Reveal.js. C'est un framework qui permet c'est un outil qui permet de se simplifier un peu la vie pour créer des présentations. En fait, c'est un site internet, ça veut dire que je peux vous donner le lien et vous pourrez aller consulter ma présentation, revoir des choses. C'est quoi le lien pour avoir la présentation? Je le donne après aussi. Et il est en local aussi. Il est upload sur GitHub. Est-ce que tu as utilisé le S? Le S de quoi? Si tu appuies S sur ton clavier. Ouvre la fenêtre. Référence? Ouais. Autorisé. Ça vous un truc ou pas? Bah, je sais pas si j'ai une page. T'as bloqué le pop-up, tu vois, en haut, à gauche de ton URL. Ouais.
Là, Là, quand tu fais S, c'est le speaker note. Tu vois le temps que tu as passé, tu vois le slide suivant, et tu vois tes commentaires. Et du coup, c'est parfait si tu as deux écrans, comme un beamer et ton laptop. Parce que du coup, tu mets ton speaker note sur ton ordi, tu vois le temps, le slide suivant, tes notes, et puis les gens, ils voient ça. Ok, bah, moi là j'ai juste une page blanche qui charge. Il faut le refaire. Oui, du coup j'ai utilisé Reveal.js, ce qui veut dire qu'en fait la présentation c'est un site HTML comme on pourrait faire n'importe quel site. Sauf qu'il y a plein de fonctionnalités en plus, donc ces slides, ces animations, etc. C'est comme au modulo, si on dit modulo 11, ça veut dire que je suis pas sûr que je suis nul en maths, mais en gros on va faire une division par 11 et on va garder le reste de la division. En gros, ce qui a fait la virgule. Oui. Et s'il n'y a pas d'après-virgule? C'est C'est 0. Donc, le plus simple, c'est le modulo 2. Donc, si tu fais 1 modulo 2, le résultat sera 1. Si tu fais 2 modulo 2, ce sera 0. Et 3 modulo 2, c'est 1. 4 modulo 2, c'est 0. Ainsi de suite. Donc, si tu fais un modulo 2, tu sais si le nombre est pair ou impair. Une vraie question. Est-ce que tu peux citer un cas où on aurait besoin de vraie randomness? Si on travaille dans une grosse entreprise genre Google et qu'on décide de faire un générateur de mots de passe, si c'est une très grosse entreprise, ou bah, comme je dis, les déplacements de mobs dans un jeu vidéo, ça peut être intéressant d'avoir des randoms, ou la photographie. Comment on mesure le taux d'efficacité des pseudo-randoms? Parce que tu es d'accord que celui que tu as montré, c'est bon, hein, ça se répète tous les 10, mais on ose imaginer que dans Python, le point random, ils n'utilisent pas un truc qui se répète, c'est 10 fois. Bah, il faudrait en générer des milliards et des statistiques. Et en fait, ma question, c'est où est-ce que on met la ligne de la décence dont c'est suffisamment sécure ou on a besoin d'un truc vraiment aléatoire? Je pense qu'il n'y a pas de vraie ligne, mais pour moi, c'est au moment où déjà un humain il n'arrive pas à se rendre compte si c'est du vrai aléatoire ou pas. Okay. Du genre les langages de programmation. Si on en générait plein maintenant, là, je pense qu'il y a personne dans cette salle qui arriverait à savoir comment ça se fait. Non, mais l'idée, c'est de toute façon, tu ne vas pas hacker de tête, tu vas faire un programme qui va se rappeler pour toi. Là, oui, si c'est un programme, c'est sûr que. Mais ça prendrait des clones si on l'utilisait. Avec notre random ou quoi, je pense que ça prendrait quand même un moment. Puisque, comme tu dis, ils sont quand même bien faits. Il y a un truc dont tu n'as pas parlé, mais je sais que tu sais, c'est comment on peut mesurer la distribution des nombres qui sortent. Vous êtes d'accord, si on fait un nombre random entre 1 et 10, on s'attend à, si on fait 100 000 fois, on ait presque la même nombre de fois de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Ça, c'est ce qu'utilisent notre random, etc. C'est la distribution linéaire, qui en gros, chaque nombre a le même pourcentage de chances de sortir. Donc, en fait, la réponse à la question qu'on se posait, c'est s'il y en a un qui est sorti plus que l'autre, c'est du hasard. Mais Giovanni m'a expliqué que en informatique, ils ont tous la même chance de sortie. Donc, s'il y a 10 nombres, c'est chacun à 10% de chance de sortie. S'il y a 100 nombres, génial. Ça répond à ta question? Oui. Si. Question? Christian, des questions? Christian? Oui. Est-ce que tu as des questions? Oui, mais j'arrive pas à trouver la source de ma question. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, dans le processeur Intel, on a un générateur de nombres aléatoires assez efficace. Et j'essaie de retrouver la source. Et puis tellement efficace que la NSA a réussi à pirater ce générateur, c'est-à-dire à le rendre vrai aléatoire, mais pseudo quand même. Et ils arrivent quand même à décrypter tous les messages cryptés du monde.
mais j'arrive plus à retrouver la source de ce. Et puis ils ont accusé justement Intel à partir de la NSA parce qu'ils avaient fait un générateur aléatoire, mais qui, dans certains cas de figure, n'était pas exactement aléatoire et on arrivait à prédire les clés. Mais si tu retrouves ta source, tu m'envoies. Oui, justement, j'étais en train de chercher la source, mais j'arrive plus à la retrouver. Ok. D'autres questions? Arrêtez l'enregistrement. Je crois qu'il a. Non, je vais l'arrêter si vous voulez. Ah, il l'a remis. Ah bon.